Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, ça va être un update lecture et ça sera le dernier update lecture de l'année, enfin le dernier update lecture qui sortira en 2020 sur la chaîne. Et en fait, c'est l'avant-dernière vidéo qui sort sur la chaîne. Il n'y aura pas de vidéo mercredi qui vient, parce qu'aujourd'hui on est dimanche, jour où sort cette vidéo, si vous la regardez le jour où elle sort. Il n'y aura pas de vidéo mercredi et il y aura la dernière vidéo de l'année vendredi qui sera du coup la troisième vidéo dans laquelle j'ouvre mes calendriers de l'avant et après je recommencerai à poster des vidéos en 2021, du coup, en espérant, comme tout le monde, que 2021 soit mieux que 2020, même si en vrai 2020 n'a pas été si nul que ça pour moi. Bref, j'y reviens dans une vidéo début 2021, dans laquelle je ferai un espèce de bilan livresque et un peu un bilan sur ma vie perso. Ça va pas durer 4 heures, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on est parti pour un update lecture dans lequel je vais vous parler de mes deux dernières lectures pour le Pumpkin, parce qu'il y en a une qui a traîné jusqu'au début décembre, et de mes deux premières lectures du Call of Winter. Du coup, c'est parti. On commence avec Mercy Thompson, le tome 3, le BT du fer, écrit par Patricia Briggs. Lui, si je dis pas de bêtises, je l'avais commencé fin novembre, du coup je l'ai commencé dans les vlogs. Et mon objectif c'était de le terminer le dimanche 29 novembre. Et du coup, j'ai réussi à le terminer le dimanche 29, c'était très cool. J'adore cette saga, vraiment, vraiment, vraiment. J'en ai parlé dans la précédente vidéo du coup, parce que le tome 4 est dans ma palle, dans ma Winter Pal en fait, parce que j'ai trop envie d'avancer dans cette saga. Du coup, on y suit Mercy Thompson. Donc, dans ce tome 3, on est principalement avec les Fae parce que dans le tome 2, en fait, elle a fait quelque chose pour les vampires. Et pour faire ça, elle avait besoin de quelque chose de particulier. Et elle a demandé cette chose aux Fae, enfin un Fae en particulier. Et du coup, dans cette saga, l'autrice a repris le fait que quand tu dis merci à un Fae, tu lui es redevable. Genre vraiment, il pourra te demander n'importe quoi. Donc il faut faire hyper gaffe à ce que tu leur dis. Mais là, du coup, elle a bien fait gaffe à pas dire merci, à pas remercier, à pas employer de mots qui pourraient supposer, enfin qui pourraient laisser penser au Fae qu'elle lui est redevable puissance 10 000 et qu'il pourra lui demander ce qu'elle veut. Il n'empêche qu'il l'a aidée, il lui a donné ce dont elle avait besoin. Et donc, du coup, là, au début du tome 3, il vient la voir et il lui dit voilà, dans la réserve, je crois que ça s'appelle comme ça, en fait, il est dans une espèce de d'enclos fermé, enfin c'est pas un enclos parce qu'un enclos c'est pour les animaux, mais ils ont un espèce d'espace fermé pour eux, comme un espèce de petit village fermé vraiment rien que pour les failles. Et dans ce petit village, il y a des failles qui sont morts, en fait. Il y a des failles qui sont tuées et ils cherchent pourquoi. Et donc le faille demande de l'aide à Merci parce que comme elle est coyote, elle a un odorat de malade et donc elle peut sentir littéralement le tueur. Et donc il va l'amener dans plusieurs maisons des failles qui ont été tuées pour essayer de repérer l'odeur du tueur, essayer de trouver qui c'est et pourquoi, et machin et truc. Et donc voilà, et donc comme il l'a aidé dans le tome 2, elle lui doit un service et donc elle va le faire. Et elle va se retrouver embarquée dans une enquête, à savoir pourquoi ça a fait ça. Et puis ensuite, il y a un de ses amis qui va se faire arrêter. Et donc du coup, elle va vouloir prouver que c'est pas lui. Mais pour prouver que c'est pas lui, il faut qu'elle enquête. Alors qu'elle n'a pas le droit d'enquêter parce que du coup, les failles lui ont demandé un service. Elle leur a fait, c'est ok. Et maintenant, elle ne leur doit plus rien. Donc elle ne devrait pas enquêter. Mais comme c'est son amie, elle enquête. En bref, c'est un peu compliqué. Mais donc du coup, elle va se retrouver à enquêter sur ça. Et elle va se retrouver embarquée dans une histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, les loups-garous sont un peu moins présents dans ce tome-là. Vraiment, je lis rarement sur les failles et j'ai trouvé ça vraiment cool. On a aussi la solution enfin au triangle amoureux. En fait, ce qui me gonfle avec ce triangle amoureux, c'est que on n'y croit pas. Enfin, personnellement, moi, j'y ai jamais cru. Je ne sais pas si les gens y ont cru, mais on a un homme de son passé qui lui a fait du mal quand elle était plus jeune, qui revient, et un homme un peu qu'elle a rencontré récemment, et elle est tiraillée entre les deux. Mais en vrai, elle n'est pas tiraillée parce qu'elle t'explique elle-même que le gars du passé là, en fait, elle veut pas être avec lui parce que c'est pas une bonne idée, parce que mais c'est quand même un triangle amoureux, donc j'étais là, mais pourquoi elle passe son temps à nous expliquer qu'elle va pas se mettre avec lui parce que si, parce que ça, parce que truc, mais pourtant elle n'arrive pas à choisir entre les deux, enfin c'est ridicule. Bref, dans ce tome 3, elle a enfin choisi Alléluia, donc dans les tomes suivants, on devrait plus avoir ce triangle amoureux et c'est très cool. J'adore cette saga, en fait j'adore Mercy Thompson et je pense que Mercy est la première héroïne de Beat Lit à tenir la comparaison avec Charlie de Charlotte Davidson, écrit par Darita Jones. J'ai eu un trou. Mais voilà, c'est ces deux héroïnes de Beat que j'adore. Vraiment, vraiment. On n'est pas du tout dans le même genre de Beat puisque dans Charlie, on est plus avec tout ce qui est démons et fantômes. Et ici, on est avec vraiment les vampires, les loups-garous, les machins, les trucs. Mais j'adore Charlie. Et depuis que j'ai lu Charlie, j'ai beaucoup de mal à lire de la Beat parce que j'ai beaucoup de mal à trouver une héroïne qui me plaît autant que Charlie. Et je peux pas m'empêcher de comparer chaque héroïne de Beat à Charlie.
Et comme je l'ai dit, elles sont très très peu nombreuses à tenir la comparaison avec Charlie. Mais merci, il arrive, merci. Et pour moi, un petit peu la petite sœur de Charlie. Et je trouve ça très cool. Bref, j'ai adoré ce tome-là, c'était trop cool. J'écoute toujours You Kissed Me First de Carly Pearce en lisant cette saga. Et j'ai hâte de lire le tome 4. On passe à un demi-échec, La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Alors Marcel Pagnol est un auteur que je n'avais jamais lu. Et j'étais pas sûre avant de commencer ce tome-là, mais c'est bien ça, c'est bien la biographie de Marcel Pagnol. Il va nous raconter sa vie, en fait, donc ici principalement son enfance. Et en vrai, j'ai lu que la moitié du livre et je me suis arrêtée parce que ça ne m'intéresse pas. C'est très bien écrit, c'est très cool, c'est très fun à lire, ça se lit très bien. J'ai adoré la réflexion du début, là en fait il y a une espèce de avant-propos, voilà. Et alors, j'ai adoré cette réflexion et tout ce qu'il dit dans cet avant-propos, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Mais je sais pas, au bout, la moitié du livre, je me suis dit, mais en vrai, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est l'histoire de Marcel Pagnol, c'est son enfance, alors j'ai pas à juger ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé, machin et tout, et ce qu'il fait, mais ça m'intéresse pas, en fait. Voilà, ça m'intéresse pas. Tout simplement, ça ne m'intéresse pas, je trouve pas ça passionnant, j'ai pas eu envie de continuer. En fait, je me suis rendu compte que je lisais parce que c'est bien écrit, parce que j'aime lire du Marcel Pagnol, même si c'est mon premier Marcel Pagnol, mais en vrai, l'histoire en elle-même m'intéresse pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais lire autre chose, Marcel Pagnol, mais je vais arrêter de lire ça parce que ça ne m'apporte pas grand-chose en fait. Donc voilà, j'ai pas à juger l'histoire et j'ai pas à juger ce qui s'y passe parce que c'est la vie de Marcel Pagnol. Ce qui est très cool, c'est que du coup, il a été enfant il y a longtemps, hein, et donc du coup, il parle d'une époque que moi j'ai pas connue, avec des villes telles qu'elles étaient à l'époque et telles que moi j'ai pas connues. C'est un truc que j'aime en littérature, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça ne m'a pas passionné. En fait, il nous parle principalement donc, de son enfance avec ses parents et son petit frère, je crois. Et ensuite, on va très vite se centrer sur une maison qu'ils vont louer ou acheter, je ne sais plus, pour les vacances. Et voilà, ils vont partir en vacances là-bas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il se passe pas grand-chose et ça m'intéresse pas des masses. Donc, voilà. C'est un semi-échec parce que j'ai pas été au bout. Mais en même temps, je suis pas dégoûtée, je suis pas énervée, je suis pas agacée. J'arrête pas ce livre en le balançant à travers mon appartement en mode putain, ça me saoule. Pardon pour le gros mot. J'arrête ce livre en mode ok, j'ai pas envie de continuer. Voilà, j'ai pas envie. Donc je continue pas. Mais franchement, c'est très bien écrit. Ça m'aura au moins donné envie de découvrir les écrits de Marcel Pagnol hors sa biographie. Donc je lirai pas Le Château de ma mère, par exemple, parce que c'est la suite de La gloire de mon père, donc c'est la suite de sa biographie. Mais franchement, j'ai envie de découvrir autre chose de l'auteur. Donc, je vais lire Marcel Pagnol. Peut-être en 2021, je ne sais pas, on verra. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu You Kill Me Boy de Tina M. Donc le tome 1, You Kill Me, le tome 1, You Kill Me Boy de Tina M. En fait, j'avais commencé un autre livre de saga et j'avais trop envie de romance, donc j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai mis l'autre en pause, d'ailleurs, je l'ai toujours pas repris, il faudrait que je le reprenne. Et j'ai commencé celui-ci et j'ai adoré ce livre. J'ai hésité à en faire une vidéo dédiée parce que ce livre m'a. C'est un peu comme si ça bouclait la boucle pour moi, je sais pas comment expliquer. En fait, on va y rencontrer, comment il s'appelle, Lexi et Austin. Donc Lexi vit avec son père et sa belle-mère. Sa mère est décédée quand elle était petite. Voilà, elle n'a pas un historique hyper, enfin elle n'a pas un background hyper fun. On n'est pas sur une lycéenne pump up. Parce que oui, ce sont des lycéens. Je m'attendais à une romance adulte, new adulte. Et en fait, c'est clairement du young adulte. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et donc en fait, elle est un peu dans cette période de l'adolescence où elle se cherche et elle fait des bêtises et elle fait un peu de la merde avec sa vie, avec l'alcool, avec la drogue, avec tout ça. Et elle arrive à un point où, en gros, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut agir, sinon ça va pas le faire du tout. Et elle décide de partir vivre avec sa grand-mère qui vit sur une petite île, je sais même pas où elle est située, enfin bref, j'en sais rien. Mais elle part vivre avec sa grand-mère, donc la mère de sa mère, loin de son père. En fait, c'est ça qu'elle veut, c'est s'éloigner de son père parce qu'elle lui en veut énormément. Et donc du coup, elle va débarquer sur cette petite île. En gros, c'est un peu un nouveau départ, quoi. Elle repart à zéro. Et il y a aussi toute une histoire avec son meilleur ami parce qu'elle vit à Boston, enfin elle vit à Boston avant d'aller sur la petite île. Donc son meilleur ami de Boston, on sait pas. Au début, on sait pas trop, c'est un peu flou et plus on avance dans le livre, et plus on va en savoir. Et effectivement, c'est une histoire très bizarre, mais bref, enfin très bizarre, très triste surtout. Et donc elle débarque sur cette petite île et donc elle va faire, ça va finir son année scolaire là. En fait, c'est la dernière année avant l'entrée à l'université et elle va rencontrer Austin. Et j'arrive pas à déterminer si c'est une romance toxique ou pas. En tous les cas, ça m'a rappelé After, qui
pour le coup, est une romance toxique. Mais là, en fait, dans After, ce qui fait que c'est une romance toxique, c'est que Hardin, donc After, c'est l'histoire de Hardin et Tessa. Et clairement, Hardin est un connard. Je l'aime beaucoup, mais Hardin est un connard, il n'y a pas de débat. Il traite Tessa comme de la merde, il s'en bat les couilles. Enfin, vraiment, ce personnage est un connard, il n'y a pas d'autre mot. Austin n'est pas un connard, à proprement parler. C'est juste qu'il donne l'air d'être un connard et aux yeux de tous, il se comporte comme un connard avec Lexi. Mais en vrai, c'est pas le cas. Et en fait, là où Hardin met 5 tomes à se rendre compte que quand même, s'il aime Tessa, qu'il se comporte autrement et ça serait bien, Austin met les 3/4 de ce tome-là, même pas, à s'en rendre compte. Et donc du coup, après, on a une vraie relation entre les deux personnages. Je reviendrai sur la fin plus tard. Et donc voilà, je sais pas vraiment si c'est une romance toxique. En tous les cas, Austin ne se comporte pas vraiment bien en public avec elle. Mais c'est surtout parce qu'il sait pas gérer ses émotions. C'est surtout parce qu'il sait pas faire, parce qu'il est pas... Il a peur en fait. Il est terrorisé, vraiment. Et du coup, ça donne un comportement pas très fun aux yeux du monde pour Austin par rapport à Alexis. Mais elle va l'aider. C'est pas qu'elle va l'aider à se rendre compte qu'il est amoureux d'elle, c'est juste qu'elle va l'aider à se dire on s'en fout en fait, tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé d'être le connard narcissique sans émotion parce que t'es un mec en fait. Ça suffit, stop avec ce cliché, ça suffit en fait. Et donc du coup petit à petit il va apprendre à accepter ses sentiments et à les dire en fait et à vivre avec. C'est quand même pas très facile non plus. Et en fait, ce livre m'a rappelé After. Alors pour ceux qui ne connaissent pas sur la chaîne, j'ai lu After il y a bien 4-5 ans, je dirais. Et After, donc After est une romance toxique comme je l'ai dit, et After m'a permis de me rendre compte que j'étais dans une relation toxique. C'est la première étape pour sortir de ce genre de relation, mais c'est pas toujours hyper fun en fait. J'ai lu After, je me suis énormément identifiée au personnage. Ensuite, j'ai réalisé qu'After c'était un peu toxique et que c'était pas très fun ce qui se passait dans ce livre. Et ensuite, ça a pris du temps. Et ensuite, je me suis dit, attends, si ce qui leur arrive à eux, c'est pas très cool, et que moi, je m'identifie à eux, c'est que potentiellement ce qui leur arrive, c'est pas très cool. Et ça, franchement, ça a pris des mois et des années avant que je me rende compte, que je l'accepte, parce que c'est pas non plus hyper facile d'accepter ce genre de choses, et que j'agisse et que je mette un terme au truc, en fait, parce que c'est pas non plus hyper facile. Vraiment, c'est un travail sur le long terme. Et j'ai trouvé ça très cool de lire en décembre 2020 parce qu'en janvier 2020, avant que l'année parte en couille, j'avais réalisé que 2019 était la première année complète à s'écouler sans aucun contact avec la personne qui était toxique pour moi. Enfin, vraiment, c'est une libération en fait parce que c'est le genre de truc où t'es un peu tout seul. T'as beau en parler aux gens, t'es un peu tout seul face à ça parce que c'est comme quand. Je sais pas comment expliquer. C'est comme quand t'arrêtes de fumer. Je prends souvent cet exemple-là en ce moment, mais c'est comme quand t'arrêtes de fumer. Tu sais que sur l'instant, t'as envie de la fumer, cette clope, parce que vraiment, t'en as envie, t'en as limite besoin. T'en as envie, tu le sais, mais t'as pris la décision d'arrêter et tu sais que à terme, c'est une bonne décision. Mais sur le moment, t'en as envie, en fait. Et ben, c'est exactement le même principe avec une relation toxique. Une fois que tu as pris conscience que c'était pas bon pour toi et qu'il fallait que tu arrêtes et que tu mettes un terme, tu mets un terme, mais tu vas avoir envie de recontacter cette personne. Tu vas avoir envie de la revoir, tu vas avoir envie de lui parler, tu vas avoir envie d'essayer, en fait. Même si à terme, il faut que ça s'arrête. C'est exactement le même principe. C'est comme quand tu viens de quitter quelqu'un ou de te faire larguer par quelqu'un et que quand tu as bu, tu as envie de lui envoyer un message. Sur l'instant, tu en as envie, tu trouves que c'est une idée géniale et tu vas le faire et tu veux le faire. Et 2 jours après, tu sais que c'était une idée absolument horrible et que tu n'aurais pas dû faire ça. Vous voyez ce genre de situation? Et bien, une relation toxique, pour en sortir, c'est exactement ça. C'est un combat de tous les instants. Et c'est pas parce que 2019 a été la première année au cours de laquelle je n'ai pas eu de contact avec cette personne que 2020 a été facile pour autant. J'ai encore des moments de faiblesse où j'ai envie de la recontacter, où je me dis que si j'avais fait plus d'efforts, si j'avais plus insisté, si j'avais plus... En gros, je me flagelle moi et je me dis que c'est ma faute, alors que dans une relation, c'est la faute des deux. Enfin, quand il arrive, c'est la faute des deux, en fait, tout le temps. Bref. Et donc, voilà, cette relation a pris beaucoup de place dans ma vie et ça a été très compliqué de m'en sortir. Et aujourd'hui, je m'en suis sortie. 2020 est la deuxième année à s'écouler sans que j'ai aucun contact d'aucune manière avec cette personne. Et donc, en fait, ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision sur ces personnages et sur ce qu'ils vivent. C'est peut-être aussi pour ça que je dis que c'est pas toxique, parce que je me suis pas identifiée à eux, en fait. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très cool. Et il y a plusieurs youtubeuses, enfin booktubeuses, qui avaient fait des vidéos en mode les autrices arrêtez d'écrire sur les romances toxiques parce que blablabla. Et je suis pas d'accord avec ça en fait. Je tiens vraiment à le dire ici. Je suis pas d'accord avec ça parce que
c'est en fait, c'est comme si tu disais, vous savez quoi, on va arrêter d'écrire sur les femmes battues, et comme ça n'existera plus. Ce n'est pas en arrêtant d'en parler que ça n'existe pas, en fait. Ce n'est pas vrai, en fait. Et il faut en parler parce que, par exemple, sans After, je serais probablement toujours coincée dans cette relation horrible. Vous voyez, je serais probablement toujours une femme pas heureuse du tout et absolument horrible à me critiquer et à me flageller à longueur de journée parce que cet abruti me faisait du mal, en fait. Vous voyez, sans After, j'aurais pas réalisé ça, en fait. Du coup, oui, After est une romance toxique, probablement You Kill Me aussi, mais si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est cool. Bref, j'ai adoré ce livre, déjà parce que les personnages sont cool, que leur histoire est géniale, et que réaliser que moi je m'en étais sortie, c'était vraiment cool. En fait, pas comment expliquer, mais c'est très personnel. J'ai hésité à en faire une vidéo dédiée parce que je parle beaucoup de ce livre, comme vous vous êtes rendu compte, mais en même temps, je sais qu'une vidéo dédiée sur un livre est moins vue qu'un date lecture. Et du coup, je voulais vraiment qu'un maximum de personnes voient et entendent ce que j'avais à dire sur ce livre. Voilà. Si un jour vous êtes bloqué dans une relation toxique, que ce soit une amitié ou une relation amoureuse avec une fille, un garçon, ce que vous voulez, ce que vous voulez, vous n'êtes pas seul. Ça c'est déjà arrivé à plein de gens. Et je sais que c'est difficile, mais il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Vraiment, il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Les gens auront beau vous donner des conseils, les gens auront beau vous déculpabiliser, ils auront beau vous dire tout ce qu'ils veulent, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision de supprimer cette personne de sa vie. Et je sais que c'est difficile, je sais à quel point ça fait mal et à quel point on se sent... En fait, c'est nous qui mettons un terme à la relation, mais on se sent tellement sale, en fait, que ça n'est pas cool du tout. Mais c'est possible. Et c'est aussi possible, comme dans les histoires, je pense que c'est aussi possible dans la réalité, que ça finisse bien, en fait. Que la personne en question arrête de se comporter comme un connard ou comme une connasse finie. Hein, ça marche dans les deux sens. Bref, j'ai adoré cet homme-là. Je vais lire la suite très prochainement, c'est sûr. Et voilà, on est sur une romance après assez basique. Hein, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'avais dit que je reviendrais un petit peu sur la fin. Je comprends pas la réaction de Lexi à la fin. En fait, à la fin, on a une espèce de révélation sur Austin. Et Lexi réagit de manière hyper bizarre, en fait. Enfin, elle prend ça comme une trahison personnelle pour elle, alors que c'est pas le cas, en fait. Alors, je comprends bien que c'est sympa, c'est cool pour l'autrice de faire une fin comme ça, un peu en mode les personnages se déchirent, ils s'engueulent et c'est la fin du monde et blablabla. Mais ça n'était pas nécessaire, en fait, et c'est pas vraiment bien amené. Il n'empêche que je lirai la suite, n'empêche que j'ai adoré cet homme-là. Et ouais, en fait, c'était cool d'avoir une histoire bien écrite, des personnages bien construits, des personnages qui sont humains, qui sont réalistes, avec une romance très cool, et qui en même temps me fait prendre conscience de quelque chose sur ma vie perso. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Je vais arrêter de blablater parce que sinon je vais continuer pendant 4 heures, et on passe au dernier livre. Le dernier livre, ça devrait être assez rapide, et je pense que c'est l'une de mes pires déceptions de l'année, vraiment. Donc, Crime à Bordeaux, le tome 1, dans un quartier chic de François Fuentes. Mon Dieu, que c'était nul. Mais vraiment, j'ai lu 100 pages, je crois, 95. Donc j'ai lu 7 chapitres. Et franchement, j'ai trouvé ça nul. Mais j'ai trouvé ça tellement nul, mon Dieu. Donc, effectivement, comme le dit le résumé, on a un SDF qui trouve une tête de femme dans une poubelle des Chartrons. Donc, les Chartrons, comme le titre l'indique, c'est le quartier le plus chic de Bordeaux. Il va aller à la police, enfin il va aller dans une espèce de gendarmerie de quartier quoi, et il va dire voilà j'ai trouvé ça, comment ça se passe et tout, et à partir de là, rien en fait, vraiment, pendant 100 pages, c'est-à-dire qu'au bout de 20 pages, le flic a littéralement la tête entre ses mains, et à la page 95, l'enquête n'a pas démarré, il ne se passe rien, c'est mou du genou, vraiment, ça n'avance pas, il ne se passe rien. On trouve une tête de femme dans une poubelle, mais il se passe rien. Enfin, franchement, je trouve ça abusé. On a des enquêteurs qui piétinent, qui vont doucement. En fait, c'est un peu c'est presque comique, leur comportement. Comment ils se comportent et ce qu'ils font. C'est presque drôle, en fait, tellement c'est ridicule. Vraiment. Et alors aussi, ce qui m'a gonflé. Alors, je sais que c'est l'emblème de Bordeaux. Je sais que Bordeaux est connu dans le monde entier pour ça. Mais on n'est pas obligé d'insister autant sur le vin et sur les vignobles. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Dans mon quotidien, personnellement, c'est un truc qui me fatigue. C'est-à-dire qu'avant le confinement et quand vous pouvez sortir et faire des trucs, régulièrement, je cherche des activités à faire, tu vois. Et quand tu tapes activités à faire sur Bordeaux, dans la région, je parle, hein, tu as le vin, l'acier du vin, les vignobles, mais il y a d'autres trucs à faire à Bordeaux. Il y a d'autres trucs qui sont cool à faire à Bordeaux, vraiment. Mais non, on te parle que du vin. Alors oui, encore une fois, je sais, on est connu
mondialement pour ça. Le Bordeaux est connu et reconnu dans le monde entier. J'en ai conscience, mais on n'est pas obligé de parler que de ça en fait. En fait, si vous voulez, ce livre est un pourcentage de clichés sur Bordeaux et ça me fatigue. Alors pourquoi je m'énerve comme ça pour ceux qui ne sauraient pas? J'habite dans cette région. Hein, voilà. Et en fait, on parle que du vin, quasiment que du vin est définible dans ce livre. Et la couverture. Alors la couverture, pour ceux qui... je pense que tout le monde connaît ce truc, hein, c'est le miroir d'eau de Bordeaux, c'est comme ça que ça s'appelle. Et à chaque fois qu'on cite Bordeaux, on a cette image-là. On ne voit que cette image de Bordeaux. C'est un peu comme si à chaque fois qu'on citait Paris, peu importe de quoi on va parler, on montre la tour Eiffel. Peu importe où on est dans Paris, peu importe ce qui se passe, on te montre la tour Eiffel. J'ai envie de dire, mais c'est pas le... C'est dommage en fait de montrer que ça de Paris. Paris c'est grand, il y a d'autres trucs à montrer, d'autres trucs cool. Et puis si tu parles d'un incendie près du Sacré-Cœur, t'es pas obligé de montrer la tour Eiffel. Tu vois. Ben là c'est ça qui se passe. À chaque fois qu'on parle de Bordeaux, peu importe dans quel quartier ce qui s'est passé, on te montre le miroir. C'est un truc qui me fatigue. Bref, et en fait, il n'y a pas d'enquête. Enfin, c'est mou du genou, vraiment. Alors c'est cool parce qu'on te parle de Meredec, on te parle du commissariat central de Meredec que je connais bien. Malheureusement, j'ai eu l'occasion de rentrer dans ce commissariat. Bref. Donc voilà, on te parle de Libération. Enfin voilà, c'est des endroits que je connais et c'est ce que je voulais. Mais les personnages sont tellement nuls. En fait, c'est ça. J'ai trouvé les personnages à chier. Je suis désolée, mais les personnages sont pas du tout intéressants. Vraiment, c'est nul. En plus, en fait, c'est des clichés. C'est ça qui me fatigue. Parce qu'on a un personnage qui vient du nord, je sais plus, de l'île, je crois. Donc, qui est muté à Bordeaux. Et donc, il intègre le truc. Et alors, en fait, c'est un peu le choc des cultures. C'est un peu comme c'est un peu les clichés qui se rencontrent. J'ai trouvé ça, mais nul. Mais vraiment, c'est nul en fait. Nul. Je suis désolée, mais j'ai trouvé ça nul. Et puis alors c'est très lent en fait. C'est-à-dire qu'on a toute une conversation entre le commissaire et les deux policiers là qui vont enquêter, où il leur explique tout ce qu'il faut faire et qu'ils doivent aller et quoi demander et tout. Et ensuite, on a la scène où ces deux policiers te détaillent ce qu'ils font, sachant que tu viens d'avoir le détail de ce qu'ils allaient faire. Et là tu as le détail de ce qu'ils font. C'est la même chose en fait. Mais vraiment, c'est long, c'est lent. Oh là là, pour moi, il n'y a rien qui va dans ce livre. Vraiment, je suis dégoûtée à vie. Je suis dégoûtée. Je pense que je vais le donner à ma mère parce que ma mère a lu le tome 4 ou 5 qu'elle m'avait donné. C'est pour ça que j'avais acheté le tome 1 parce que moi, je l'ai lu dans l'ordre. Elle a bien aimé le tome 4 ou 5. Là, donc je pense que je vais lui donner le tome 1, celui-là, histoire qu'elle le lise parce que voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça nul. Vraiment, c'est nul. Bref, si je résume, les personnages sont pas du tout intéressants. Je les ai trouvés pas du tout construits, pas du tout cohérents. C'est cliché à mort et c'est long et c'est pas très... Donc, j'ai pas lu. Je pense que cette deuxième lecture est très longue. J'espère quand même que ça vous a plu et bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.